Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours sur le contrôle de la qualité par dosage, dans lequel nous allons parler de dosage par titrage. Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un dosage par titrage et ensuite voir plusieurs méthodes pour opérer ce qu'on appelle l'équivalence d'un dosage. Alors commençons par définir ce qu'on appelle le titrage d'une solution ou le dosage par titrage. C'est le fait d'utiliser une réaction chimique pour déterminer la concentration d'une solution. Pour ceci, nous allons utiliser un montage assez simple. Alors dans une burette, nous allons mettre une solution dont nous connaissons la concentration, on va l'appeler la solution A ici, on appelle cette solution aussi la solution titrante, et on va la faire réagir cette solution avec la solution qui est dans le bécher, et cette solution est celle dont nous voulons déterminer la concentration, on appelle ceci la solution A titrée. Pour mélanger, nous ajoutons avec un petit agitateur magnétique. Alors le dosage, ça va être de faire descendre petit à petit la solution qui est en haut dans le bécher en bas et essayer de trouver l'endroit, le moment où on a mis exactement la bonne quantité de la solution A pour faire réagir la solution B. Nous revoici avec nos deux solutions et la solution B dont nous voulons déterminer la concentration. On va suivre les quantités de matière dans ce bécher au fur et à mesure qu'on fait descendre la solution A dans le bécher. Alors on imagine que les deux réactifs réagissent suivant une réaction chimique qui est écrite ici. Donc qu'est-ce qui se passe au début? Dans le bécher, il n'y a que de la solution B. Et puis au fur et à mesure qu'on fait descendre de la solution A dans le bécher, les deux réagissent et donc il y a de moins en moins de solution B. Ceci jusqu'au moment où il n'y aura plus du tout de solution B. Alors à ce moment, si on continue à faire descendre la solution A, elle ne réagira plus et elle va donc être de plus en plus présente dans ce bécher. Donc en fait, on peut voir que dans le dosage, dans ce bécher, il y a deux phases. Une phase où B est en excès, et ensuite une phase où A est en excès. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est le point entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'équivalence du dosage. L'équivalence du dosage, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'on a mis exactement la bonne quantité de A pour faire agir ce qu'il y avait de B. Et à ce moment-là, il n'y a ni A ni B dans ce bécher. Si on arrive à déterminer l'équivalence du dosage, on va voir qu'on va pouvoir en déduire la concentration inconnue assez facilement. Pour faire ceci, il faut une réaction qui ait certaines qualités. Il faut que cette réaction soit totale, rapide et unique. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué et on n'y arrive pas vraiment. Alors voyons ce qui se passe à l'équivalence à l'aide d'un tableau d'avancement. Les deux premières lignes du tableau d'avancement sont très classiques, et la dernière sera à l'équivalence. Donc à l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, on a ceci comme quantité de matière dans le bécher, et en fait à l'équivalence, on n'a ni A ni B. Les deux réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques, donc ceci est égal à 0 et ceci est égal à 0. Donc je peux écrire ceci, ce qui implique que X équivalent était égal à NA divisé par A, en utilisant la première équation, mais aussi est égal à NB divisé par B. Donc, à l'équivalence, j'ai cette relation qui va être très intéressante et qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution B. En effet, à l'équivalence, la quantité de A qui réagit divisée par le coefficient stoichiométrique de A est égale à la quantité de B qui réagit divisée par le coefficient stoichiométrique de B. Alors voyons ceci sur un exemple. Imaginons que l'équation soit 3A plus 5B donne ceci. Imaginons aussi que la concentration d'acide nous la connaissions et qu'elle vaille 0,15 mol par litre, le volume à l'équivalence 12 ml, et nous avons pipeté 50 ml de solution dont on veut déterminer la concentration. Alors comment avoir la concentration CB? C'est très simple, il va falloir écrire la relation entre les quantités de matière qui ont réagi à l'équivalence, donc la quantité de A divisée par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 3, est égal à la quantité de B divisée par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 5. Et on peut écrire ceci à la place de N, on met C fois V, comme ceci, et on va pouvoir sortir facilement ce que l'on veut, c'est-à-dire la concentration de B, en fonction de tout ce que l'on connaît. Il n'y a plus qu'un calcul assez simple à faire pour trouver que ici la concentration de B vaut 0,060 mol par litre. Et voilà, nous avons réussi à titrer donc la solution B, à donc réaliser un dosage par titrage. On vient de voir donc que c'est assez simple de faire un dosage par titrage, mais il faut repérer l'équivalence. C'est ça le point névralgique du problème.
Alors pour ceci, il y a plusieurs solutions. Imaginons que A et B n'aient pas la même couleur. Dans ce cas, c'est assez simple, comme dans cette vidéo. Regardez, il suffit de regarder ce qui se passe dans le bécher, et on voit un changement de couleur. Ça s'appelle un dosage colorimétrique. Quand on a le changement de couleur, c'est l'équivalence. Donc il faut s'arrêter juste à ce moment-là. Imaginons que A et B soient des acides et des bases. Dans ce cas-là, on peut prendre un pH mètre. On va avoir une variation du pH. Et cette variation du pH va nous permettre de déterminer l'équivalence. Ça s'appelle un dosage pH métrique. Et enfin, on peut imaginer qu'il y ait des ions qui interviennent dans les solutions A et B. Dans ce cas-là, on peut prendre un conductimètre et voir comment l'électricité passe à travers le bécher. Et on va avoir une variation qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un dosage conductimétrique. Alors nous allons voir ces trois cas, les uns après les autres. Commençons par les dosages colorimétriques, donc si A et B n'ont pas la même couleur. Dans toute la première partie du dosage, c'est-à-dire avant l'équivalence, il reste du B dans le bécher, et donc le bécher a la couleur du B. Et puis après l'équivalence, le bécher va prendre la couleur du A, donc ici du vert au bleu. Et donc il faut repérer ce moment où on change de couleur. C'est assez simple et ça se fait normalement à la goutte près. Voyez un exemple ici où dans le bécher, enfin dans l'Erlenmeyer, nous avons une solution colorée de diode qui va se décolorer progressivement sous l'action du thiosulfate. Alors, vu que la décoloration est assez progressive, ici on peut rajouter un petit produit qui reste très très noir quand il y a du diode. Et donc dans ce cas-là, la décoloration va être plus brutale et ce sera plus visible. On peut céder donc pour avoir une meilleure précision. Voilà, on a passé l'équivalence. Pour faire un dosage pH métrique, cette fois-ci, il va nous falloir un pH mètre que nous allons plonger dans la solution B et nous allons faire descendre toute la burette de la solution A et suivre le pH quand on fait ceci. On va avoir une courbe qui va ressembler à ceci. Et en fait, ici, vous voyez qu'il y a à peu près deux plateaux où le pH ne varie pas beaucoup et puis un changement brusque entre les deux. L'équivalence correspond au milieu de ce changement brusque. Alors comment déterminer quand est-ce qu'on était à l'équivalence exactement? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Nous allons voir d'abord ce qu'on appelle la méthode des tangentes. La méthode des tangentes est assez simple. On prend cette courbe-là et on va tracer une tangente dans le virage ici à la courbe. Et puis on va tracer sa parallèle de l'autre côté, qui est tangente aussi à la courbe. Et ensuite, on va tracer la droite équidistante de ces deux tangentes et parallèle à elle-même. Et bien, cette droite va couper en fait la courbe au moment de l'équivalence. Et donc ensuite, c'est assez simple de voir quel était le volume de la solution A à l'équivalence ou le pH. Donc première solution, la méthode des tangentes à réaliser sur la courbe elle-même. Deuxième solution, si on a un ordinateur à disposition, l'ordinateur peut vous tracer la dérivée de la courbe du pH. Et donc la dérivée de la courbe du pH va former un pic comme ceci, et ce pic correspond au moment de l'équivalence. Donc cela c'est assez simple, mais il faut que l'ordinateur vous construise cette dérivée. Et enfin, troisième solution, avec un indicateur coloré. On peut choisir un indicateur coloré qui va changer de couleur au moment de l'équivalence, au moment de ce saut de pH ici. Par exemple ici, un indicateur qui passerait à cet endroit-là de sa forme acide à sa forme basique serait adapté, comme le BBT par exemple ici. Un petit exemple en vidéo avec le BBT. Donc ici, on se ramène en fait à un dosage colorimétrique. Voilà, on est passé à la forme basique, donc on a passé l'équivalence. Dernier type de dosage que nous verrons, les dosages conductimétriques quand les ions interviennent dans la réaction. C'est le cas ici, regardez. Le produit que l'on veut doser, ce sont les ions argent qui vont réagir avec les ions Cl- pour fabriquer un produit solide, le chlorure d'argent, AgCl. Alors lors de ce dosage, si on suit la façon dont l'électricité passe à travers la solution qui est dans le bécher, on va avoir des courbes comme ceci de conductivité de solution. Pour déterminer le volume équivalent, c'est assez simple, il suffit de tracer les deux droites et au croisement des deux, on a l'équivalence et donc le volume équivalent. Alors essayons de comprendre pourquoi la conductivité des solutions, de cette solution-là varie de cette façon-là. Alors pour ceci, nous allons suivre ce qui se passe dans le bécher. Avant l'équivalence, dans le bécher, nous avons au début des Ag+, et des NO3-. Et puis au fur et à mesure qu'on fait descendre la solution qui est en haut, les Ag+, vont diminuer petit à petit parce que les Ag+, ils réagissent, donc ils disparaissent petit à petit. Les NO3-, eux, ne réagissent pas, donc leur quantité est constante du début à la fin du dosage. Il y a aussi des ions qui viennent d'en haut. Alors, les Na+, ne réagissent pas, donc il va en avoir de plus en plus dans le bécher. Et les Cl-, eux, réagissent. C'est-à-dire que dès qu'ils tombent dans le bécher, ils se transforment. Donc dans le bécher, nous n'aurons pas de Cl- avant l'équivalence. Donc au bilan,
il y a un ion qui diminue et un ion qui augmente. Et quand un disparaît, un apparaît aussi. Alors, comment la conductivité varie? En fait, il faut comparer les conductivités de ces ions. Et on se rend compte ici que Ag+ conduit mieux l'électricité que Na+, ce qui explique que la conductivité de la solution, avant l'équivalence, va descendre doucement. Après l'équivalence, faisons le même type d'analyse. Les Ag+, il n'y en a plus, parce qu'ils ont tous réagi, on a passé l'équivalence. Les NO3-, il y a toujours la même quantité depuis le début et ça ne change pas. Quant au Na+, il continue à augmenter au fur et à mesure qu'on fait descendre la solution du haut en bas. Ils ne réagissent pas. Et les Cl-, eh bien, eux, ils vont augmenter aussi, vu qu'il n'y a plus de Ag+ pour réagir avec eux. Donc, après l'équivalence, au bilan, 2 ions augmentent en quantité. Et donc, c'est tout à fait normal que la conductivité de la solution augmente. Alors, pour finir ce cours, un petit exercice. À votre avis, si l'on dose de l'acide chlorhydrique par de la soude, quel type de graphique en conductivité va-t-on avoir? Alors, si vous voulez du temps, faites pause, sinon, je vous propose la solution. Alors, faisons la même analyse que tout à l'heure. D'abord, regardons ce qu'il y a dans ces solutions. Une solution d'acide chlorhydrique, mis à part l'eau, il y a des H3O+, et des Cl-. Une solution de soude, mis à part l'eau, il y a des OH- et des Na+. Qu'est-ce qui réagit ensemble ici? Ce sont les ions oxonium et les ions hydroxyle, pour former 2 molécules d'eau. Bien. Alors, faisons le bilan dans le bécher de ce qui apparaît et disparaît avant l'équivalence. Avant l'équivalence, donc, on a de la soude au début, et les Na+, ne réagissent pas, donc ils sont stables. Les OH-, eux, vont réagir, donc ils vont diminuer. Ensuite, les H3O+, il n'y en aura pas, parce que dès qu'ils vont tomber dans le bécher, ils vont disparaître, en réagissant avec le OH-, et les Cl-, eux, vont augmenter. Donc, avant l'équivalence, des Cl- augmentent et des OH- disparaissent. Mais les OH- conduisent beaucoup plus l'électricité que les Cl-. Donc, on s'attend à ce que, avant l'équivalence, la conductivité de la solution diminue. Après l'équivalence, les Na+, ne changent pas, toujours pareil. Les OH-, il n'y en a plus. Et quant au H3O+, et au Cl-, il y en a de plus en plus. Donc, cette fois-ci, la conductivité doit monter. Et donc, parmi les diagrammes que je vous ai présentés, c'est le premier, celui-ci, qui doit correspondre. Voilà, ce cours se termine. À bientôt!